Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Déraillés. Content de vous retrouver après ce Giro, vacances pour certains. On va faire un débrief assez simple de ce Giro entre la domination de Jonas Vingegaard, une bataille pour le podium, les trois victoires de Paul Magnier plus le maillot cyclamen, une course aussi toujours aussi intéressante pour le maillot de meilleur grimpeur obtenu par Giulio Ciccone. Et surtout la révélation Elaio, donc pour la première tech. Euh, donc un Giro qui a tenu quand même toutes ses promesses, mis à part le top 1 de ce Giro, où on n'est pas surpris. On est peut-être surpris par le nombre de victoires, je sais pas toi Clément. Mais voilà, donc un Giro qui s'est bien passé. On aura peut-être. Moi j'aurais un petit coup de gueule, mais plutôt sur l'aspect organisation. Sinon, comment ça va toi, Clément? Est-ce que tu as apprécié cette course? Et comment s'est passé du coup ton mois de mai? Alors ça va. J'ai apprécié la course plus ou moins. Bon, de toute façon, on avait déjà des avis différents tous les deux sur ce qu'était le Giro de base avant le départ de la course. Euh, Ce qui s'est passé m'a plus ou moins conforté dans cette idée, c'est-à-dire qu'on s'est un petit peu ennuyé quand même, on va pas se mentir. À part quelques petites histoires, je trouve que ça a manqué d'engouement sur ce Giro, mais c'est pas trop le débat. Et puis tu as dit que l'Alio était de la première tech, il est de chez Bahrain Victorious. Oui, Bahreïn Victorious, pardon. Excuse-moi. Ouais, exact. J'ai eu un doute quand tu l'as dit, du coup j'ai vérifié vite fait, et je me suis dit ouais, il est bien chez Bahrain. Non, non, exact, exact, exact. Non, bah, alors effectivement, moi, j'ai trouvé la course quand même intéressante parce qu'on est au mois de mai, il y a encore des conditions météorologiques, je trouve, qui influencent la course, ou en tout cas à minima, notamment sur la première semaine avec, il me semble, trois changements de maillot rose, il me semble. Paul Magnier, Elaio qui l'a eu aussi. Et j'ai un doute sur le troisième, c'était celui de la Astana. J'ai oublié son nom. Donc bref, donc effectivement, trois maillots roses, je trouve, en une semaine. Tu l'as? Ouais, non, non, là je l'ai pas. Mais ouais, enfin, on a eu trop. Le maillot rose a changé, mais ouais, il y a eu une petite bataille Eulalia qui a pu y croire à un moment pour le garder. Sinon, à part ça, ça n'a pas été si intéressant que ça. Je trouve la bataille pour le maillot rose Non! qui est c'est assez vite joué. On le savait déjà depuis le début, hein. Enfin, de toute façon, que Vingegaard allait écraser certainement ce Giro. Euh, En fait, le problème, je pense que ça vient plus de Jonas Vingegaard. Alors, le bonhomme, on sait que bon, justement, le coureur, j'ai rien contre lui, même si bon, parfois sa stratégie n'est pas la plus passionnante. Euh, En tout cas, par contre, l'homme, c'est vrai qu'il manque peut-être d'un certain charisme, on va pas se mentir. Alors, je suis pas, c'est pas tout ce qui fait un coureur cycliste, mais je pense que ça le fait un peu. Et quand un coureur écrase une course, c'est bien que ce coureur ait un petit peu une certaine aura, un peu comme Pogacar, parce que sinon, c'est vrai que il y a des étapes où je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de les regarder? Et des fois, je me suis un peu Hum, forcé, des hum. fois, j'ai juste regardé les résumés. Donc, ouais, c'est assez mitigé sur ce Giro. Ouais, donc au final, c'est un Vingegaard dominant, mais un peu ennuyant selon toi. Je te rejoins sur une partie. J'écoutais, je sais plus qui disait ça, je crois que c'était sur le plateau d'Eurosport, qui disait que bah voilà, Pogacar, quand il est en Italie, il vit à côté, il a des attaches en Italie, il vient un peu sur le Giro l'année dernière. On fait la croix de sainteté quand Poggi est présent sur une course italienne. C'est vrai que Vingegaard, il me semble qu'il sort avec 5 victoires, il me semble. C'est ça, 5 ouais. 5 victoires d'étape, plus le maillot rose. Et effectivement, ces victoires se résument à un contrôle parfait de la course de Jumbo-Visma, une attaque entre 2 et 7 kilomètres de l'arrivée, peut-être un peu plus une fois, et puis une victoire tranchante, même si Félix Gall a quand même bien résisté sur les premières arrivées au sommet, limitant la casse. Au final, bon, bah, à coup de 40 secondes et de 40 secondes et de 40 secondes, bon, bah, tu fais un trou de plus de 4 minutes et puis c'est réglé. Euh,
Donc je suis d'accord avec toi que ça a été, bah, c'est la stratégie Visma qui a inspiré de la stratégie Sky des années 2010, c'est-à-dire qu'on t'envoie une équipe capable de contrôler la course de A à Z, qui fait l'écrémage au fur et à mesure et qui laisse son leader partir à 5 km de l'arrivée. Là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est plutôt avec justement le management de la course de la part de la Visma. On a vu quand même sur certaines étapes, après je sais que ça se fait sur d'autres grands tours, on a déjà vu la UAE le faire, mais là c'était quand même vite fatigant de le fameux tri à la Armstrong de l'échappée, tu sais. Ouais. C'est- Je sais pas si tu veux encore en parler là-dessus, mais oui, enfin, après on est habitué à la Visma, comme tu l'as dit, c'est un peu, ils ont un peu copié le modèle de la Sky Ineos. Euh, c'est leur tactique, c'est une tactique qui marche, donc on peut pas trop leur reprocher parce que Hum, forcément hum, ce hum. qu'ils veulent c'est gagner. C'est pas ce qu'il y a toujours le plus passionnant. Après, on va pas se mentir, hein, la UAE sait le faire aussi. C'est juste que bon, parfois la UAE utilise tout simplement Tadej Pogacar pour se dire allez, on en met une de très très loin et Hum, ça hum, marche hum. aussi. Vingegaard, c'est un coureur assez différent de Pogacar dans le style. Je pense qu'il aurait pu partir de très loin et écraser encore plus les différentes étapes. Peut-être pas le faire à chaque fois, mais il aurait pu le faire au moins sur une étape ou deux. Il Euh, a peut-être le tour en tête. C'est ça, je pense qu'il a le tour en tête et il se préservait. C'est pour ça il a beaucoup été critiqué sur sa première victoire au Blocos, où il avait au final laissé Félix Gall faire le travail pour lui et il avait sauté un peu sur la ligne. Pour moi, à ce moment-là, Vingegaard était déjà en mode gestion en se disant qu'il n'allait pas cramer trop d'énergie tout au long du Giro Hum. pour arriver le plus frais possible sur le Tour de France, je pense. En fin de Giro, il s'est peut-être permis un peu plus parce qu'il s'est dit ok, il n'y a plus beaucoup d'étapes derrière. Là, j'ai un gros matelas de sécurité. Donc, je pense qu'il s'est un peu plus permis d'attaquer d'un peu plus loin. Euh, mais oui, enfin, c'est la tactique. On connaît Jonas Vingegaard pour ça. C'est une tactique qui marche. Donc, on peut pas trop lui reprocher. Après, c'est vrai que pour le spectacle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Mais dans tous les cas, quand il n'y a pas une grosse concurrence à côté, Bah ouais, c'est clair. peu Hum. importe la tactique, au final, le spectacle reste plus ou moins le même. Ouais, et puis tu vois, j'aime bien quand même le coureur, dans le sens où ça reste le top 2 mondial au niveau des grands tours. Euh, Là où effectivement certains nous traiteront peut-être un peu d'hypocrite parce qu'effectivement Pogacar, t'as un tempo et à 50 km de l'arrivée, c'est parti et puis advienne que pourra. Ouais, mais au moins t'as une course de 50 km. Là, je suis désolé des termes que je vais utiliser, mais tu te fais chier pendant 150 km et t'as 8 km de course à la fin. Tu Ouais, vois? c'est ça. C'est ça qui m'emmerde un petit peu. Après, bon, effectivement, ils ont raison, ils gagnent le grand tour. Basta. Ils ont eu leur petit bidon Gates. Je sais pas si t'as vu ça avec Victor Campenaerts. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Je veux pas qu'on en parle parce que c'est, enfin, plus que ça, mais je trouve ça assez fun pour la blague. Parce que je comprends ce qu'il dit et en même temps, je trouve c'est un peu abusé. Dire que c'était pour éviter de faire dans la nature, en gros, bah arrête, mec. Enfin, moi, je trouve ça très limite hygiènement parlant. Même Bah, si le gamin, il va pas boire tout de suite derrière. Enfin, t'as quand même pissé dans un bidon que quelqu'un va rattraper. Je suis pas vraiment fan. Je trouve ça un peu, ouais, un peu malsain, un peu dégueu, alors, quoi, quand même. ça, il avait jeté le bidon après? Ouais, 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 Ah, ok, il ok. est, ouais, ouais, il pissait dans les bidons et il les jetait de temps en temps, quoi. Ok, moi ça je l'avais pas, je pensais juste bah, qu'il pissait, qu'il le remettait sur son porte-bidon et Non, qu'après il le rendait certainement à la voiture. non. Euh, oui, parce que bon, je comprends l'idée de ne pas forcément pisser, c'est pas tant pisser dans la nature, c'était pisser devant le public qui Oui, disait. oui, 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 oui. Donc là-dessus, c'était assez compréhensible. Je me suis dit, ouais, même en vrai, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. Après, c'est vrai que forcément, s'il balance le bidon dans le public, c'est un peu plus gênant. Et après, Bah, je peux aussi comprendre le débat quand tu es sponsor et que tu apprends qu'un coureur pisse dans le bidon avec ta marque dessus, ça fait pas forcément plaisir. ouais, c'est clair. Et puis à ce moment-là, bah, ça règle le problème. C'est-à-dire qu'il faut une zone comme les zones de ravitaillement, voilà, où t'as pas de public, tout le monde peut s'arrêter et c'est reparti, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt une bonne idée. Tu fais 1 kilomètre où il n'y a pas de public, flic à l'entrée, flic à la sortie,
Tu le verras même pas sur la course. Et puis ça laisse le temps d'ailleurs de faire une page de pub. Ça fait le temps de faire autre chose, de parler d'autre chose que des coureurs que tu vois à l'écran. Ça règle le problème de est-ce que tu fais pisser devant du public ou pas, quoi. Enfin, c'est. Oui, et puis en plus, je pense que ça enlèvera peut-être un petit peu de stress aux équipes, parce qu'on Ouais, quand ils ne savent pas à clairement. quel moment ça va. Alors en général, les différentes équipes sont assez réglo là-dessus, c'est-à-dire que quand il y a un gros Mm, arrêt où tout le monde s'arrête pour faire ses besoins naturels, il y a très peu de chances de voir une attaque à ce moment-là, mais au mm, moins mm, mm. on peut se dire que si on sait déjà que tout le monde va s'arrêter à tel endroit, euh, je pense que déjà ça peut rassurer les équipes sur la manière dont ils vont organiser cet arrêt Ouais, c'est ultime. clair. C'est clair. Bon, voilà pour la petite parenthèse fun de ce Giro. Autre grand succès de ce Giro, quand même, c'est Paul Magnier. Paul Magnier qu'on annonçait sur le Tour d'Italie en grande concurrence avec Dylan Groenewegen et Jonathan Milan. Surtout Milan. Surtout Milan. Euh, Toi et moi, on était assez partagés en disant, bah voilà, il va peut-être en claquer une ou deux. Et en plus, par rapport au début de saison et la fin de saison de l'année dernière, il a des choses à reprouver, à se prouver lui-même. Bon, bah, mission réussie quand même pour Paul Magnier. Ouais, c'est ça. On s'est un peu planté dans le pronostic. Alors, on Mhm. avait tourné le podcast après sa première victoire, mais on s'était dit que Jonathan Mir allait quand même reprendre le dessus certainement parce que plus d'expérience, capable de développer plus de watts sur un sprint. C'est ce qu'on disait sur notre dernier podcast de preview de Giro. On s'est bien trompé. Je suis bien content de m'être trompé parce qu'en plus, ça t'a un petit peu l'animation de ce Giro. Nous en tant que public français, pour les étrangers, je ne sais pas, mais nous, ça nous fait plaisir. Et du coup, ça a été l'une des raisons qui m'a fait aimer ce Giro quand même. C'était Paul Magnier. Puis Jonathan Narvaez qui s'est invité à la fête aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, Jonathan Narvaez nous a laissé avoir des moments, ce petit doute de se dire, mince, est-ce que Paul Magnier, en ayant gagné quand même 3 sprints, va réussir à aller chercher ce maillot de Cyclamen. Bon, malheureusement, Narvaez a fini par abandonner, mais en tout cas, il nous a apporté un petit peu de spectacle pour un maillot distinctif, qui est pour moi le deuxième plus intéressant quand même de ce Giro, après le maillot rose, même si le maillot rose n'a pas eu le spectacle escompté. Euh, donc, ouais, je suis très content du Giro de Paul Magnier. Puis il me semble en plus que le dernier maillot français distinctif sur le Giro, c'était déjà sur le maillot cyclamen, c'était Arnaud Démare. Donc ça, c'est une bonne confirmation quand même pour Paul Magnier, à qui on souhaite une meilleure carrière encore dans un autre registre que Arnaud Démare. Euh, Là où moi, c'est le fameux coup de gueule slash débat que je voulais faire pendant ce podcast. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête des organisateurs lorsqu'ils ont fait les tracés des arrivées. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, toi et moi, on voyait peut-être plus Milan parce que on n'avait peut-être pas regardé au virage près, etc. Et que effectivement, généralement, le Giro a des arrivées avec des sprints massifs, euh, pas forcément rectilignes, mais en tout cas plutôt bien organisés. Au final, Paul Magnier, le premier qu'il gagne, c'est à moitié en faux plat et ça zigzague un peu à gauche, à droite. Bon, pourquoi pas. Le lendemain, enfin le lendemain, le second sprint sur lequel on l'attend, c'est un circuit qui finit par, enfin c'est un circuit qui finit, c'est une étape qui finit par, notamment à cause de la pluie, des pavés mouillés, un virage à 180, non 360, oui, oui. En tout cas, un demi-tour complet. Et une victoire surprise, il me semble, de Astana devant Jasper Stuyven. Et lui qui fait le sprint quasiment sur le petit plateau, ou en tout cas avec haute vélocité, pour pouvoir arracher les points de la troisième place. Et tu as eu plein d'arrivées comme ça. La troisième victoire qu'il fait, c'est effectivement aussi à moitié en descente. Il lance son sprint assis sur la selle et puis après ça se redresse un petit peu. Et là aussi, tu as encore un virage. Même l'arrivée à Rome, même si elle est un peu plus tranquille, bah, tu as quand même quelques virages avant l'arrivée, notamment dans le sprint. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire. Est-ce qu'ils ont cherché vraiment l'exceptionnel et bah ok bon bah c'était exceptionnel mais ils se sont plantés quand même à chaque fois, notamment par la dangerosité et notamment par exemple à Milan. À Milan, ils n'ont pas pu reprendre les échappées parce que le peloton était stressé. Après, ça c'est autre chose. Pour moi, c'était une bêtise de geler les temps aussitôt. Mais, euh, mais moi, j'ai pas trouvé la justification d'avoir des arrivées aussi
sinueuse. Ouais, t'as raison. C'est vrai je, moi, je suis pas pour le fait que tous les sprints doivent être sur des grandes avenues en ligne Mm, droite mm, 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 mm. de plus de 2 km, parce que je trouve ça un peu aussi chiant de temps en temps. Mais oui, je pense que pour avoir des sprints où les sprinters peuvent se battre réellement sur ce qui est réellement le sprint, c'est-à-dire un train et après développer des watts sur une course entre 7 et 10 secondes, oui, il faut quand même des arrivées avec des routes assez larges et des lignes droites. J'aime Mm. aussi parfois le spectacle avec des arrivées un peu sinueuses où il faut très bien négocier le dernier virage. Par contre, c'est vrai que quand tu as 5 ou 6 sprints Et que c'est tous comme ça. ouais, organisés sur un grand tour et que pratiquement tous ont justement ce genre d'arrivée assez difficile, c'est vrai que ça peut être dérangeant. Euh, le fait de voir Paul Mani gagner, je pense que ça m'a un petit peu conforté dans l'idée où je me dis, bon, Adoucit bah, la chose. finalement, c'est pas trop grave. Si justement il s'était fait piéger à cause de ça, ça m'aurait peut-être un peu plus embêté. Mais oui, je pense que. Après, il y a eu des débats quand même, notamment sur les deux premiers sprints. Ça avait déjà parlé de ce débat, donc je pense que RCS fera le job et réfléchira un peu plus à cette situation les éditions prochaines. En espérant que du coup ils ne partent pas justement dans l'opposé aux as que je viens de dire, que des arrivées sur des avenues de Mm, 2 mm, mm. km avec un route très large, quoi. Ouais, ouais, mais je pense que mixer c'est bien parce que en plus, effectivement, t'as un côté vitesse accrue quand c'est des virages parce que les caméras sont positionnées de manière où t'as l'impression de suivre les coureurs qui passent rapidement. Alors que dans un sprint droit, effectivement, généralement c'est vu d'hélicoptère ou vu à certains points de caméra ou vu de l'arrivée. Donc c'est moins impressionnant. Mais néanmoins, les vues des hélicoptères, moi je trouve ça génial. Les vues des motos, je trouve ça génial aussi. Si par exemple l'arrivée des champs, moi je trouvais ça génial parce que t'avais un endroit au milieu des champs Ouais, où tu avais une moto positionnée dessus et puis hop, tu suivais le sprint au fur et à mesure. ouais. Donc il y a des choses qui sont bien effectivement dans le fait de faire du sinueux, mais en même temps faire tous tes sprints là-dessus et donc handicaper certains sprinters, même si bah, ça fait partie du jeu, ma cocotte. Je suis pas super fan. En tout cas, un truc dont j'ai été fan, c'est la chasse pour le maillot Azzurro, donc c'est-à-dire le maillot de du meilleur grimpeur, enfin le maillot de la montagne en tout cas. Euh, Qu'on avait bien prédit. Là, on qu'on s'était pas avait bien trompé. prédit, qu'on s'était pas trompé. Parce que effectivement, Giulio Ciccone, comme d'habitude, est arrivé sur le Giro avec de grands espoirs, mais n'a pas souhaité au final faire le classement général. Il est passé à deux fois, à deux doigts, d'avoir une victoire d'étape, notamment sur l'une des deux dernières. Moi, j'adore ce coureur. Je trouve que c'est un panache génial. Il grimpe bien, il a de la gouache, donc il a le punch pour être impressionnant sur une attaque. Il descend très bien. Et moi, je trouve qu'il est très sanguin, il est très émotif, tu sais. Ouais. Il est très émotif et donc du coup, moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est lorsqu'il s'est quasiment assuré son maillot bleu, il s'est un peu embrouillé avec Enar Rubio. Et sur la dernière, enfin sur l'avant-dernière, oui, sur l'avant-dernière étape de montagne, il s'est un peu embrouillé avec lui, ou la dernière d'ailleurs, je sais plus, non, l'avant-dernière. Il s'est un peu embrouillé avec lui parce qu'il lui a fait le sprint. Parce que Derek G, donc le coéquipier de Giulio Ciccone, lui avait fait le sprint juste avant sur un autre point de passage à Ener Rubio. Donc il l'a pas adoré et il a attaqué dans la descente et il a failli aller jusqu'au bout. Et je trouve ça génial à propos de ce coureur. C'est son deuxième maillot bleu. Même s'il gagne pas, il apporte un truc à la course. Et moi j'ai adoré suivre ce classement, notamment avec Jonas Vingegaard, Mm. qui a jamais été très loin. Ouais, parce qu'au final, il est très proche, hein, je pense. Vingegaard, ouais, il y a 11 points derrière Ciccone, donc au final, c'est assez proche. À un col près, tout pouvait basculer. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur Giulio Ciccone. C'est un des coureurs que j'aime beaucoup parmi ceux qui ne sont pas des grands coureurs de classement général ou des grandes superstars. Euh, il fait partie de ceux que j'aime le plus, peut-être avec un Ben Illy. C'est un peu Mhm. mon genre de profil. Même si c'est Mm. pas exactement pareil, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de De similitude. similarités. Mm. Et, et du coup, oui, je les trouve tous les deux très passionnants à suivre. Et bravo à Ciccone. Après, c'est vrai que je me demande parce qu'il a beaucoup de qualités. Alors, il lui arrive souvent soit des journées où il est malade, soit des pépins physiques ou mécaniques.
Mais c'est vrai que je me dis, mince, ce mec, au final, avec les qualités qu'il a, et qu'il est toujours très loin au classement général. Alors là, au final, je viens de voir, il est 20e à la fin au général, mais Non, mais sauf c'est pas dans que. ses. Oui. Et c'est surtout à 56 minutes de Vingegaard. Du coup, Ouais, ok, c'est il pas est dans ses 20e, cordes. mais c'est parce qu'en Mm. fait, t'as plein de mecs qui, au final, n'ont pas joué le général sur ce Giro. Ouais, et c'est vrai que c'est assez une anomalie de ne pas l'avoir vu, tu sais, dans un top 3 à un moment donné, même sur une Vuelta ou sur un Giro un peu plus accessible à lui. La Vuelta l'année dernière, il avait bien commencé, mais bon, c'est tout. Ouais, mais ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je suis un peu partagé, mais ça fait partie effectivement des coureurs que j'adore aussi. Dans tous les cas, bravo à lui, comme tu dis. Et puis, ça a apporté, si tu veux, cette niaque. Et cette niaque, en plus, elle a été encore plus apportée par Elayo. Elayo? À chaque fois, j'ai l'impression C'est eux, là, d'écorcher je pense. Elayo. J'écorche son nom, le pauvre, à chaque fois. Donc, grosse révélation, l'air de rien. Et puis, ça a fait plaisir de le voir même se battre pour 15 secondes, tu vois, de se battre pour 15 secondes en haut d'une arrivée, pour 8 secondes, enfin, c'est un truc, ça faisait plaisir de le voir en mettre une grosse couche le dernier kilomètre. Moi, j'ai beaucoup apprécié son tempérament, un très beau maillot blanc et je trouve qu'il le mérite. À un moment, j'ai eu peur que Piganzoli vienne lui chercher, donc voilà. Et au final, ben, il a réussi à le préserver et ça, franchement, c'est une belle récompense pour lui. Bah, il m'a un peu fait penser dans un contexte différent et puis une émotion forcément différente, même si j'étais encore trop jeune à l'époque, mais Je suis même dans le public. sûr de savoir ce que tu vas parler. Vas-y. Bah, vas-y, dis-le alors. Thomas Voeckler en 2011. Exactement. Euh, J'en étais sûr. C'était un peu ça. Le mec s'est retrouvé avec au final beaucoup d'avance. Bon, sauf que là, avec Jonas Vingegaard derrière, on savait très bien qu'il n'y avait aucune chance, alors que pour Thomas Leclerc, les gens avaient un peu espéré et il avait gardé le maillot jaune un peu plus loin, même pendant le Tour de Mm, France. Mais un peu dans cette idée où le mec s'est retrouvé avec le maillot rose, avec un peu d'avance. Et puis au final, on se dit, ok, est-ce qu'il va réussir à garder jusqu'au bout? Non. Combien de temps après, combien de temps il va le garder? Et surtout, une fois qu'il l'a perdu, est-ce qu'il va réussir à s'accrocher derrière, à garder la motivation mm. pour au final faire un beau classement général? Et c'est ce qu'il a fait. Donc franchement, je pense que lui et son équipe ne s'attendaient pas à ça avant le Giro. Et je pense qu'ils sont très satisfaits à la Bahrain Victorious et puis ce coureur. Ouais, à voir comment il progresse sur la suite, parce que là, du coup, tu te mets quand même tout de suite une certaine étiquette. Ouais. T'as été meilleur jeune d'un grand tour, t'as porté un maillot de leader, enfin oui, de leader de Pendant classement général pendant au 10 moins jours, quasiment ouais. 10 jours. Ouais, 8 Ouais. jours, 10 jours. Euh, donc franchement, avoir la progression derrière, je pense qu'il doit rester lui-même. Et puis, bah, si ça devient un coureur de grand tour, tant mieux. S'il peut aller gagner d'autres choses, tant mieux aussi. Mais en tout cas, très belle course de sa part. Et ça montre quand même aussi du caractère chez lui. Donc ça va être hyper intéressant de suivre ça par la suite. Quand même aussi grosse bataille avec Piganzoli, hein, qui vient, il me semble, de la Polto Molti, à la base de la base de la base. Il me semble que c'est ça. Donc effectivement, moi très content aussi de voir que un équipier a failli effectivement faire chavirer un autre classement et de pas penser qu'à Jonas Vingegaard. On a eu quand même une victoire de Sepp Kuss. Ça aussi c'est Ouais. cool parce qu'il a gagné du coup sur les trois grands tours. Franchement, on a eu lui, on a eu Jonas Vingegaard et on a eu quelqu'un d'autre qui a gagné sur les trois grands tours, il me semble. De Ou chez alors ils Visma? étaient que... Non, non, pas chez Visma. Il me semblait que sur ce Ah, Tour sur ce d'Italie, il y en avait tour. un. Ouais, il y en avait un qui avait gagné aussi, bah, qui achevait sa collection sur les trois grands tours, mais je me trompe peut-être. Donc en tout cas, très beau Giro, effectivement, sur des choses qui sont pas, au final, de premier plan. Mais enfin quand même quelque chose de kiffant et moi je trouve que c'est toujours visuellement assez impressionnant. Enfin moi j'ai adoré suivre beaucoup d'étapes quand j'en ai eu l'occasion donc non c'était plutôt cool. Euh, pour pas aller trop loin, parce qu'effectivement, on va faire des previews du Dauphiné, peut-être rapidement du Tour de Suisse au même moment. Rapidement sur un agenda des prochaines semaines, on va avoir donc un Dauphiné libéré qui s'appelle maintenant le Tour Rhône-Auvergne. Non, Auvergne-Rhône-Alpes, Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, ouais. Voilà, Je sais plus. inadmissible, blasphémie. Donc on aura Paul Sexas présent dessus, donc comme le favori numéro un.
pour s'imposer. Et on aura en face un Tour de Suisse un peu plus disputé, puisqu'on aura Remco Evenepoel et d'ailleurs, non, j'ai un doute. Remco Evenepoel il n'y sera pas, pardon. Tadej Pogacar y sera, et j'ai oublié qui y sera d'autre. Je sais plus, je sais qu'il y a une autre tête d'affiche. Ah, il y avait Lipovic qui y va, il me semble. Bon, je sais plus, faut qu'on regarde le... Du coup, à quel moment tu trouves qu'il est disputé ce Tour de Suisse? Bah, parce que de mémoire, j'avais lu la liste des engagés, il y avait plus de leaders présents sur le Tour de Suisse qu'il y en avait, enfin en tout cas de leaders de premier rang, si tu veux, Oui. présents sur le Tour de Suisse que sur le Tour Auvergnat. Après, j'ai pas trop de. Il n'y a pas trop de suspense non plus sur le vainqueur du Tour de Suisse. Non, non, mais en tout cas, il y a plus de calibre, si tu Ouais, veux. ouais, ok. Donc on a effectivement le Tour d'Auvergne-en-Alpes, on a le Tour de Suisse, on a le Tour de Hongrie au même moment, il me semble. On va tout de suite enchaîner après avec les championnats nationaux. On fera pas de preview pour ça, on fera sûrement un débrief pour vous faire un tour d'horizon des différents porteurs donc des maillots de champions nationaux sur la prochaine année. Et bien sûr, on va arriver sur le Tour de France derrière. Quid donc de la gestion de l'effort de Jonas Vingegaard? Pour moi, il me paraît quand même sortir assez frais, même si je trouve qu'il a montré quand même des limites, notamment sur le chrono. Après, tu as le droit Oui, en sortie de jour il de était malade récup. aussi. Voilà, c'est ça. Sortie de jour de récup, malade. Il y a plein de raisons qui fait que bah, tu étais peut-être un peu moins bien. En tout cas, je l'ai trouvé moins impressionnant. Maintenant, effectivement, il reste très dans la gestion. Je pense qu'il arrive sur le tour avec plus de conviction que les 2 années précédentes. Hmm. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je pense qu'en tout cas, la bataille va être un peu plus proche que les 2 éditions précédentes. Ouais. Mais juste pour revenir un petit peu sur Jonas Vingegaard, j'ai vu justement le débat a eu lieu sur Eurosport. Il y a Mhm. aussi Winamax a aussi eu ce débat sur est-ce que Jonas Vingegaard est une légende. Les Ah gens, oui, les j'ai gens vu ça. étaient plus ou moins d'accord, mais par contre, après chacun son avis. Mais c'était dans beaucoup les commentaires, j'avais regardé des vidéos sur ces différents médias, et les Mhm. gens disaient pas du tout, palmarès pas assez fourni, plein de choses, comme quoi Vingegaard n'était pas une légende du cyclisme, ou il y avait aussi ce truc de, ouais, parce qu'il ne gagne pas les classiques. Il y a plein de coureurs qui sont considérés comme des légendes qui n'ont pas gagné énormément de classiques. Ouais, bien sûr. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Vingegaard, il n'y a pas un charisme de fou. Oui, son style de coureur, sa stratégie n'est pas la plus passionnante. Par contre, le palmarès est juste exceptionnel parce que, oui, on peut se dire, ok, il n'y a que 4 grands tours. Enfin, que 4 grands tours, vous m'avez compris, parce que par rapport aux autres légendes qui en ont un peu plus, euh, sauf que du coup, les fois où il ne gagne pas les grands tours sur lesquels il se présente, c'est parce que devant, il y a Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard est deuxième, et deuxième très loin devant la Mhm. concurrence. Donc bien Mhm, mhm. sûr que Jonas Vingegaard est une légende, je comprends même pas que ça puisse être un débat. Ouais, je suis d'accord. Je veux bien entendre les arguments qui disent non, mais de là à être catégorique, à dire non, Jonas Vingegaard n'est pas une légende et qu'il n'a pas un palmarès assez fourni, il ne gagne que des grands tours. Alors déjà, il a gagné 3 grands tours, il n'y a que 8 coureurs qui l'ont fait au monde, Mhm, dans mhm. l'histoire. Et aussi pour les courses d'une semaine, il lui en manque que deux, il lui manque Romandie et je ne sais plus exactement, mais il a tout gagné. Ouais, 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 Donc, c'est vrai. et puis là, cette saison, au final, est-ce qu'en 2026, on n'est pas sur l'une des plus belles saisons de Vingegaard? Parce que pour l'instant, toutes les courses auxquelles il a participé, il les a gagnées. Il a gagné. Ouais, je suis d'accord. Alors effectivement, pour clôturer sur ce questionnement-là, je pense qu'effectivement c'est plutôt lié par rapport au rayonnement du coureur que réellement les performances. Parce que comme tu dis, je crois que c'est 2 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne. C'est donc du coup la victoire finale sur un Tour d'Espagne. 5 victoires d'étape en une participation comme Tadej Pogacar sur le Tour d'Italie plus le maillot rose. Et il me semble 4 si je compte bien, hein, 4, non 5, 4 ou 5, 1, 2, 3, 4, c'est peut-être 5 victoires d'étape sur le Tour de France Mm. et 2 victoires générales plus 3 fois deuxième. Putain, il n'y en a pas grand monde hein, qui a fait 3 fois deuxième du Tour de France, hein. Et donc du coup sur 5 années consécutives. C'est ça, mais on va pas se mentir, sans Pogacar, Vingegaard aujourd'hui a 5 Tours de France. Il est Ouais, en c'est clair. égalité avec Merckx, avec Hinault, Anquetil, etc. Donc, Ouais, donc c'est on va pour pas se ça mentir. effectivement. Et puis si tu mets Alberto Contador, donc c'est le dernier avec Chris Froome à avoir gagné
Et Nibali. Vincenzo Nibali aussi. Ouais, c'est les trois dans les années 2010 à avoir gagné les trois grands tours à différents moments de leur carrière. Il y en a qui les ont répétés sur les mêmes et d'autres non. Si tu mets ces trois Lascar dans la catégorie des légendes, alors que Contador, il a fait une fois deuxième de la Flèche Wallonne, il n'a jamais été champion du monde, il a jamais été champion olympique. Il n'a pas gagné d'autres classiques, il n'a pas participé à d'autres classiques. Oui. Chris Froome n'a jamais, sauf peut-être une fois Liège et peut-être une fois la Flèche Wallonne, il n'a jamais fait le Grand Prix de Lombardie. Pourtant, ça convenait bien à ses performances, comme Alberto Contador d'ailleurs aussi. Il n'y a que Mais après, Nibali c'était, qui allait chercher un monument, quoi. c'est ça. Il n'y a que Nibali, même d'ailleurs deux monuments, parce qu'il a un Lombardie et il a Oui, oui, un oui. Milan-San Remo. Donc à Surtout, ce moment-là, ça veut dire, Milan-San est-ce que Remo était tu, plus difficile à aller chercher, c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai retenu. c'est ça. Mais donc, tu vois, effectivement, est-ce que donc ça veut dire que déjà tu mets Nibali devant Contador et Froome? Bah, ça dépend d'où tu regardes en fait le palmarès. Ah non, déjà. Bah Pour voilà, moi, ça les dépend deux d'où tu tiennent plus regardes le fort. palmarès. Et puis, justement, dans ces cas-là, on va poser la question, est-ce que Nibali est une plus grande légende que Jonas Vingegaard? Bah, on verra ça à la fin de la carrière, hein. Bah, Je pense que pour moi, non. pour l'instant, j'ai envie de te dire par rapport à Laura, le fait qu'il a terminé sa carrière, le fait qu'il a deux monuments, dans mon esprit par rapport à ce que je sais du coureur, oui, mais par rapport à l'attache que j'ai, quand Vingegaard va raccrocher le vélo dans peut-être 5 ans, s'il a effectivement deux Tours de France de plus et qu'il a une ou deux Vuelta et un ou deux Giro de plus et peut-être qu'il a gagné une classique, oui, bon, bah là, la question se pose pas, tu vois. Mm. Et effectivement, en face, en plus, il sera battu contre le meilleur de tous les temps, ce qui n'est pas le cas de, malgré que je l'aime comme pas possible, Alberto Contador. Il s'est battu contre Froome, qu'on croyait être le meilleur coureur de tous les temps sur les grands tours, bah c'est pas le cas. Ouais. Donc, Mais pour moi, Vingegaard est déjà peut-être une plus grande ah, légende que Nibali. ouais, ou en tout cas, c'est au niveau ou Bah, mieux, au quoi. moins, en termes de niveau intrinsèque, là-dessus, il n'y a Ouais, aucun débat. Je pense que oui, je suis Vingegaard d'accord. est juste exceptionnel sur les grands tours. Oui, il y a pas, il participe même pas au classique, donc on peut même pas savoir. Je pense que Milan-San Remo, ça n'aurait été impossible pour Jonas Vingegaard de toute façon. Mais oui, pour moi, son niveau exceptionnel, le fait d'affronter Pogacar et de l'avoir battu deux fois et avec la manière. Donc on peut se dire, oui, il y a Et une puis dans la différence. durée. Pogacar avait une très mauvaise préparation, mais bon, quand même. Et puis dans la durée. Dans la durée, effectivement, c'est pas genre il est venu, il a été bon par moment, ça fait 5 ans qu'il est au top niveau lui aussi. Oui. Donc, euh, donc non, je suis d'accord avec toi, sur tout le cas Vingegaard, c'est déjà une légende. On le met plus ou moins haut, mais comme tout le monde, les classements diffèrent. Oui. Ça dépend ce que tu priorises ou pas. Et voilà, mais je suis d'accord avec toi, et on verra sur le Tour de France ce que ça donne. Dans tous les cas, très content d'avoir passé ce mois mai. Je ne sais plus la question que je t'avais posée la dernière fois. Euh, Et je m'en souviens, je m'en souviens. Vas-y. Alors, c'était qui était le dernier coureur à s'être imposé à l'Etna sur le Giro d'Italie? Ah, ok. Eh ben, j'ai pas la réponse. Je ne m'en Ah souviens ouais? absolument pas. Eh ben, il me semble que la dernière arrivée au sommet, parce qu'ils sont déjà repassés, mais il me semble qu'elle n'avait jamais été jusqu'au sommet, notamment une dernière fois, parce qu'il y avait un risque d'éboulement. Et ben, le dernier, en tout cas, moi, que j'ai en tête, c'est Alberto Contador en 2011. Ok. T'es sûr À à 100%? rechecker. Parce que À 2011, ça me paraît rechecker. loin, quoi. Ouais, mais il me semble qu'ils ont plus fait d'arrivée vraiment au sommet sommet. Ok, bon, on checkera et puis on verra ça. On C'est ça, apportera la réponse officielle c'est au ça, prochain podcast. c'est ça. En tout cas, voilà. Et puis, bah écoute, à ce moment-là, pas de questions pour la prochaine. L'histoire qu'on réponde à celle-là. Mais il me semble que c'est ça. On fait un pari en tout cas. On fait un pari et dans une semaine, on en reparle. Ok, ça marche. Super. Bon, en tout cas, merci à toi Clément. Et puis, merci à vous encore de nous avoir écoutés. On va publier un petit peu plus souvent sur les réseaux parce qu'on a des objectifs en tête et on veut vraiment que la communauté vive un peu plus. N'hésitez pas à commenter parce que nous, ça nous fait toujours plaisir, même si des fois le débat peut être un petit peu sarcastique ou un petit peu à ébullition. Mais nous, nous fait toujours plaisir et n'hésitez pas. Voilà.